Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce 5e paragraphe sur les applications linéaires, nous étudions les projecteurs et les symétries. On commence quand même par définir les homothéties qui sont les applications linéaires les plus simples. Considérons E un espace vectoriel sur le corps K et lambda un scalaire. L'application lambda fois l'identité de E est l'application qui à tout vecteur x de E associe lambda fois x. Lambda identité de E est un endomorphisme de E, que l'on appelle l'homothétie vectorielle de rapport lambda. Ne travaillant qu'avec des applications linéaires, nous laisserons parfois le mot vectoriel sous-entendu. Visualisons graphiquement les homothéties. On se place dans un plan vectoriel dans lequel on a placé le vecteur nul. Et on se donne quelques vecteurs dont on va visualiser les images. On commence avec l'homothétie de rapport 2. Même si ce n'est pas rigoureux, dans certains cas il peut être intéressant de s'imaginer un endomorphisme comme une transformation progressive permettant de passer petit à petit des antécédents aux images. Mais dans mon exemple, l'homothétie de rapport 2 est l'application qui transforme les vecteurs bleus en les vecteurs rouges. Les transformations intermédiaires sont des homothéties de rapport lambda variant de 1 à 2. Voici un autre exemple avec une homothétie de rapport -1,5. Nous étudions maintenant les projections. Étant donné E un espace vectoriel sur le corps K et F et G deux sous-espaces vectoriels de E supplémentaires dans E, nous savons que pour chaque vecteur x de E, il existe un unique couple YZ de vecteurs Y appartenant à F et Z appartenant à G qui vérifie x égale à Y plus Z. L'existence et l'unicité de ce couple permettent de poser sans ambiguïté Y égale à P de X et Z égale à Q de X. On définit ainsi une application P que l'on appelle la projection sur F parallèlement à G et bien sûr Q est la projection sur G parallèlement à F. Visualisons ceci dans un plan vectoriel dans lequel on a mis en évidence le vecteur nul. On représente un premier sous-espace vectoriel F et un second G tel que F et G soient supplémentaires dans E. Considérons alors X un vecteur quelconque. Pour construire le projeté de X sur F parallèlement à G, le plus simple est de tracer la parallèle à G passant par l'extrémité du vecteur X. Cette parallèle coupe F en un unique point, qui définit un vecteur qui est précisément le projeté de X sur F parallèlement à G. On peut aussi s'imaginer P de X comme le résultat d'une succession de transformations obtenues en faisant glisser l'extrémité du vecteur X le long de la parallèle. Ces transformations intermédiaires s'appellent des affinités de base F de direction G dont le rapport varie progressivement de 1 à 0. Il ne faut pas confondre P avec P de X. P est la projection sur F parallèlement à G, c'est une application définie de E dans E. Et nous verrons dans un instant qu'il s'agit d'un endomorphisme de E. P de X est le projeté du vecteur X sur F parallèlement à G. En particulier, P de X est un vecteur de E. P de X est l'image de X par l'application P. Et tout ce que l'on vient de dire pour P et P de X s'applique de la même façon pour Q et Q de X. Donnons maintenant la même illustration mais dans un espace vectoriel E de dimension 3. On trace un plan vectoriel F et une droite vectorielle G non contenue dans ce plan. Et ainsi, F et G sont supplémentaires dans E. X désignant un vecteur quelconque de E, visualisons la parallèle à G passant par l'extrémité de X. Elle coupe F en un unique point, qui permet de construire le vecteur P de X, le projeté de X sur F parallèlement à G. De même, visualisons le plan parallèle à F passant par l'extrémité du vecteur X. Ce plan coupe G en un unique point, qui permet de construire le vecteur Q de X, le projeté de X sur G parallèlement à F. Et ce que l'on vient de visualiser dans un plan et dans un espace de dimension 3 se généralise dans tout espace vectoriel. Ne sachant pas dessiner en dimension 4 et encore moins en dimension infinie, j'essaie de m'imaginer ce qui se passe grâce aux deux représentations que l'on vient de donner. Par exemple, si E est de dimension 4, on peut très bien imaginer que G, au lieu d'être une droite, est un plan que l'on voit en coupe. Ou alors que F est un espace de dimension 3 vu en coupe. Donnons deux propriétés simples des projections. Soit E un espace vectoriel sur le corps K et F et G deux sous-espaces vectoriels de E supplémentaires dans E, et soit P la projection sur F parallèlement à G. Alors P est linéaire, en particulier P est un endomorphisme de E, et P au carré est égal à P. Je vous rappelle que P au carré est égal à la composée de P avec P. En voici la démonstration. Soit lambda un scalaire et X et Y deux vecteurs de E. Comme G et F sont supplémentaires dans E, il existe un unique couple petit f1 petit g1 dans f croix G, tel que x soit égal à petit f1 plus petit g1. Petit f1 n'est rien d'autre que ce que l'on a noté p de x,
P étant la projection sur F parallèlement à G. De même, il existe un unique couple petit f2 petit g2 dans f croix G tel que y soit égal à petit f2 plus petit g2. Et petit f2 est égal à p de y. On peut alors écrire x plus lambda y sous la forme f1 plus lambda f2 plus g1 plus lambda g2. Grand F étant un sous-espace vectoriel de E, il est stable pour les lois de E. Donc f1 plus lambda f2 appartient à f. Et de même, g1 plus lambda g2 appartient à g. Ayant écrit x comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g, nous pouvons écrire que p de x plus lambda y est égal à f1 plus lambda f2, c'est-à-dire égal à p de x plus lambda p de y. Et on a ainsi prouvé que p est linéaire. Passons à la démonstration du deuxième résultat. Soit x un élément de E, p de x est un élément de f. On peut donc écrire tout bêtement p de x égale à p de x plus 0, p de x appartenant à f et 0 appartenant à g. Ainsi, p de x est égal à p de x. Et ceci étant valable pour tout vecteur x de E, on a montré que p rond p est égal à p, ou encore que p au carré est égal à p. Nous allons essayer de généraliser la notion de projection en définissant la notion de projecteur. Considérons E un espace vectoriel sur le corps K et P un endomorphisme de E. On dit que P est un projecteur de E si et seulement si P au carré est égal à P. N'oubliez surtout pas de vérifier la linéarité d'une application pour dire qu'il s'agit d'un projecteur. Bien évidemment, toute projection est un projecteur. La question qui se pose est, est-ce qu'un projecteur est ou pas une projection? Notez que contrairement aux projections, on a défini un projecteur sans aucune référence à des sous-espaces vectoriels f et g. Cette réciproque, si elle est vraie, n'est donc pas du tout évidente. Commençons par caractériser l'image d'un projecteur. Soit E un espace vectoriel sur le corps K, et soit P un projecteur de E, et X un vecteur de E. Alors X appartient à l'image de P si et seulement si P de X est égal à X. Autrement dit, l'image d'un projecteur est l'ensemble des vecteurs invariants par ce projecteur. Voici la démonstration. Supposons dans un premier temps que X appartienne à l'image de P. Ceci veut dire qu'il existe un vecteur x' de E tel que X soit égal à P de X'. On peut alors écrire P de X égale à P de X'. Ou si on préfère, P de X est égal à P au carré de X'. Mais P étant un projecteur, P au carré est égal à P, donc P de X est égal à P de X'. Mais on a choisi X' tel que P de X' soit égal à X, donc P de X est égal à X. Réciproquement, supposons que P de X soit égal à X. X étant égal à P de quelque chose, X appartient à l'image de P. Définissons maintenant la notion de projecteur associé. On se donne E un espace vectoriel sur le corps K et P un projecteur de E. L'application identité moins P, que je note ici Q, est un projecteur de E, qui vérifie bien sûr que P plus Q est égal à l'identité de E, mais qui vérifie aussi que P composé avec Q et Q composé avec P sont l'application nulle, que le noyau de P est égal à l'image de Q, et que de même le noyau de Q est égal à l'image de P. Ce projecteur Q égal à l'identité de E moins P s'appelle le projecteur associé à P. Démontrons ces résultats. On a défini Q comme étant égal à l'identité de E moins P. Et comme P est un projecteur de E, P est un endomorphisme de E. Donc Q est aussi un endomorphisme de E. On calcule Q au carré en utilisant la formule du binôme de Newton, que l'on peut appliquer car P et l'identité de E commutent. L'identité au carré est égale à l'identité rond P est égale à P, et P au carré est égal à P, car P est un projecteur. Il vient que Q au carré est égal à l'identité de E moins P, c'est-à-dire Q au carré est égal à Q. Comme Q est un endomorphisme de E qui vérifie Q au carré égal à Q, c'est que Q est un projecteur de E. On calcule maintenant P rond Q, qui est égal à P rond identité de E moins P. Grâce à la bilinéarité de la composée entre applications linéaires, on peut écrire P rond Q égale à P moins P au carré. Mais comme P au carré est égal à P, on obtient P rond Q égale à 0. Il en va de même pour Q rond P, je ne détaille pas le calcul. Considérons maintenant un vecteur quelconque x de E. Dire que x appartient au noyau de P signifie que P de x est nul. Mais on peut réécrire cette condition sous la forme x moins P de x égale à x. Et grâce à la définition de Q, on peut encore la mettre sous la forme Q de x égale à x. Et nous savons que Q est un projecteur de E. La condition Q de x égale à x est équivalente à x appartient à l'image de Q. Ainsi, on a montré que le noyau de P est égal à l'image de Q. De même, le noyau de Q est égal à l'image de P, il suffit d'intervertir les rôles de P et Q. Je ne détaille donc pas davantage.
Nous caractérisons maintenant les projecteurs. Soit E un espace vectoriel sur K et P un endomorphisme de E. Alors P est un projecteur de E si et seulement si P est une projection. Dans ce cas, le noyau de P et l'image de P sont deux sous-espaces vectoriels de E supplémentaires dans E, et P est la projection sur l'image de P parallèlement au noyau de P. Et le projecteur associé identité de E moins P est la projection sur le noyau de P parallèlement à l'image de P. Avant de démontrer ces résultats, visualisons deux projecteurs associés. P étant un des projecteurs, l'image de P et le noyau de P sont supplémentaires dans E. L'image par P d'un vecteur x de E appartient à l'image de P, tandis que Q de x égale à x moins P de x appartient au noyau de P qui est égal à l'image de Q, alors que l'image de P est égale au noyau de Q. Comme nous l'avons déjà remarqué, lorsque P est une projection, P est linéaire, et vérifie P au carré est égal à P, donc P est un projecteur. Réciproquement, supposons que P soit un projecteur de E. Montrons pour commencer que le noyau de P et l'image de P sont en somme directe. Considérons X un vecteur appartenant à l'intersection de ces deux sous-espaces. Comme X appartient à l'image du projecteur P, nous savons que X est invariant par P, c'est-à-dire que P de X est égal à X. Mais X appartient aussi au noyau de P, donc P de X est nul. Ces deux relations donnent directement X égale à 0, ce qui prouve que l'intersection du noyau de P et de l'image de P est incluse dans le singleton 0. Et il y a même égalité car le vecteur nul de E appartient à tout sous-espace vectoriel de E. On a ainsi montré que le noyau de P et l'image de P sont en somme directe. Comme le noyau de P et l'image de P sont des sous-espaces vectoriels de E, leur somme est bien aussi un sous-espace vectoriel de E. Nous allons montrer que E est inclus dans cette somme. Soit X un élément de E. Écrivons X sous la forme X moins P de X plus P de X. Je parachute cette décomposition qui n'est pas si extraordinaire quand on remarque qu'elle fait intervenir P de X et Q de X, où Q est le projecteur associé à P. Mais si vous préférez, vous pouvez rédiger une analyse synthèse en écrivant dans l'analyse X égale à A plus B, avec A élément de l'image de P, B élément du noyau de P. Je ne rédige en fait ici que la synthèse. Le calcul de P de X moins P de X est très simple. Il suffit d'utiliser la linéarité de P, puis le fait que P au carré est égal à P, ce qui donne que X moins P de X appartient au noyau de P. Le fait que P de X appartienne à l'image de P est une évidence. Et on a ainsi prouvé que X appartient à la somme des sous-espaces vectoriels noyau de P et image de P. Ce qui termine la preuve que E est inclus dans la somme de noyau de P et image de P. On a ainsi finalement prouvé que le noyau de P et l'image de P sont supplémentaires dans E. La relation valable pour tout vecteur X de E, X égale à X moins P de X plus P de X, X moins P de X appartenant au noyau de P et P de X appartenant à l'image de P, prouve que P est la projection sur l'image de P parallèlement au noyau de P. Nous voyons maintenant comment prolonger simultanément deux applications linéaires lorsqu'elles sont définies sur des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Considérons E et H deux espaces vectoriels sur K, et F et G deux sous-espaces vectoriels de E supplémentaires dans E. Petit f une application linéaire définie de grand F à valeur dans H, et petit g une application linéaire définie de grand G à valeur dans H. Il y a bien sûr une infinité de façons de prolonger simultanément ces deux applications à l'ensemble de départ grand E tout entier. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que de tous ces prolongements, un seul sera une application linéaire. C'est-à-dire qu'il existe une unique application linéaire phi définie de E dans H, telle que la restriction de phi à grand F soit égale à petit f, et la restriction de phi à grand G soit égale à petit g. En voici la démonstration. Notons P la projection sur F parallèlement à G, et Q sa projection associée, c'est-à-dire la projection sur G parallèlement à F. Procédons par analyse synthèse, et supposons qu'il existe une application linéaire phi définie de E dans H dont les restrictions à F et G sont respectivement petit f et petit g. X désignant un élément quelconque de E, X s'écrit P de X plus Q de X. La linéarité de phi nous donne phi de X égale à phi de P de X plus phi de Q de X. Mais comme P de X appartient à F, phi de P de X est égal à petit f de P de X. Et Q de X appartient à G, donc phi de Q de X est égal à petit g de Q de X. Ceci termine l'analyse qui nous permet de dire que s'il existe une application linéaire prolongeant petit f et petit g à E tout entier, alors elle est unique et définie par cette dernière expression. Nous rédigeons maintenant la synthèse. Soit phi l'application définie de E dans H, en posant pour tout vecteur x de E, phi de x égale à petit f de P de x plus petit g de Q de x. Déjà phi est bien défini,
et on peut l'écrire sous la forme petit f rond p plus petit g rond q. La composée d'applications linéaires et la somme d'applications linéaires étant encore linéaires, on est assuré que phi est linéaire. Et enfin, si x appartient à f, p de x est égal à x et q de x est nul. Donc phi de x est égal à petit f de x plus g de 0, c'est-à-dire égal à petit f de x. Ce qui prouve que la restriction de phi à grand f est bien égale à petit f. Et il en va de même pour la restriction de phi à grand G qui est égale à petit g, ce qui achève la démonstration. Nous terminons ce paragraphe par l'étude des symétries. Considérons E un espace vectoriel sur le corps K et F et G deux sous-espaces vectoriels de E supplémentaires dans E. La symétrie par rapport à F parallèlement à G est l'unique endomorphisme de E, tel que pour tout vecteur x de F, S de x est égal à x, et pour tout vecteur x de G, S de x est égal à moins x. Visualisons une symétrie. On dispose de deux sous-espaces vectoriels grand F et grand G supplémentaires dans un espace vectoriel E. Petit x désignant un vecteur quelconque de E, on note P de x le projeté de x sur F parallèlement à G et Q de x le projeté de x sur G parallèlement à F. Nous avons besoin du vecteur moins Q de x pour construire le vecteur P de x moins Q de x, que l'on note S de x. S de x est le symétrique de x par rapport à F parallèlement à G. S de x est un vecteur de E. Et S est la symétrie par rapport à F parallèlement à G. S est une application définie de E dans E, et même un endomorphisme de E. Et faites bien attention à respecter les noms des applications. P est la projection sur F, car les images par P appartiennent à grand F. Autrement dit, les images sont tracées sur grand F. S est la symétrie par rapport à F, car si X est un vecteur de E, X et S de X sont tracés de part et d'autre de grand F. Caractérisons tout de suite les symétries. Si E est un espace vectoriel sur le corps K et S un endomorphisme de E, alors S est une symétrie si et seulement si S au carré est égal à l'identité de E. Dans ce cas, les espaces noyau de S moins identité et noyau de S plus identité sont supplémentaires dans E, et S est la symétrie par rapport au noyau de S moins identité, parallèlement au noyau de S plus identité. N'oubliez pas la linéarité de l'application dans cette proposition. Vérifier que S au carré est égal à l'identité n'est pas suffisant pour affirmer que S est une symétrie. Voici la démonstration. Pour la première implication, on considère F et G deux sous-espaces vectoriels de E supplémentaires dans E. Soit S la symétrie par rapport à F parallèlement à G, et soit P la projection sur F parallèlement à G. S est égal à 2P moins l'identité. S étant combinaison linéaire de deux endomorphismes de E, S est aussi un endomorphisme de E, en particulier S est linéaire. Comme P l'identité commute, on peut appliquer la formule du binôme de Newton, et on obtient S au carré égale à 4P au carré moins 4P plus l'identité. Et comme P est une projection, P au carré est égal à P. Il reste donc S au carré égal à l'identité. Pour la réciproque, on suppose que S est un endomorphisme de E vérifiant S au carré égal à l'identité de E. Notons F le noyau de S moins identité de E et G le noyau de S plus identité de E. En particulier, F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. Nous allons montrer que F et G sont supplémentaires dans E. Et pour ça, on commence par montrer que F et G sont en somme directe. On considère X un vecteur appartenant à F inter G. Comme X appartient à F, c'est-à-dire au noyau de S moins identité, on a S de X égale à X. Mais on a aussi X appartient à G, c'est-à-dire au noyau de S plus identité. Donc S de X est égal à moins X. On en déduit que X est nul. On a ainsi prouvé que F inter G est inclus dans le singleton 0. Et je vous rappelle que l'autre inclusion est toujours vérifiée avec les sous-espaces vectoriels. On vient de montrer que F et G sont en somme directe. Montrons que E est inclus dans F plus G. Soit X un vecteur de E, nous devons montrer qu'il existe un vecteur petit f de grand F et un vecteur petit g de grand G, tel que X soit égal à petit f plus petit g. Si on ne les voit pas, on peut procéder par analyse synthèse, mais je vous les donne directement. On pose petit f égale à 1/2 fois X plus S de X, et petit g égale à 1/2 fois X moins S de X. On a déjà X égale à petit f plus petit g. La linéarité de S permet de calculer S de petit f, et de le mettre sous la forme 1/2 fois S de X plus S au carré de X. Comme on a supposé que S au carré est égal à l'identité, S de petit f est égal à 1/2 fois S de X plus X, c'est-à-dire égal à petit f. On a ainsi prouvé que petit f appartient au sous-espace vectoriel grand F. Le calcul de S de petit g est similaire,
mais on aboutit cette fois à S de petit g égale à moins petit g. Et donc petit g appartient au sous-espace vectoriel grand G. Tout ce que nous venons de faire prouve que f et g sont supplémentaires dans E. Mais on a pour tout x de f, s de x égale à x, et pour tout x appartenant à g, s de x est égal à moins x, ce qui prouve que S est la symétrie par rapport à f parallèlement à g. Voici une application de cette proposition. Nous allons redémontrer un résultat que l'on a déjà vu. L'application transposée notée T définie de l'espace des matrices carrées d'ordre n dans lui-même est une application linéaire. Et T au carré, c'est-à-dire T composé avec elle-même, est bien évidemment l'application identité de M indice n de K. Donc T est une symétrie. On en déduit que le noyau de T moins identité et le noyau de T plus identité sont supplémentaires dans M indice n de K. Mais le noyau de T moins identité est l'espace des matrices symétriques et le noyau de T plus identité est l'espace des matrices antisymétriques. On retrouve ainsi que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires dans M indice n de K. Vous noterez au passage que A indice n de K et S indice n de K étant des noyaux d'application linéaire, ce sont automatiquement des sous-espaces vectoriels de M indice n de K, ce qui nous économise aussi cette partie de la démonstration. Pour terminer ce chapitre, voici une première idée que vous pouvez avoir lorsque l'on vous donne une application f définie d'un espace vectoriel à valeur dans lui-même, et que l'on vous demande de la reconnaître. D'abord, vérifiez que l'application f est linéaire. Puis calculez f au carré. Si f au carré est égal à petit f, c'est que f est une projection, et plus précisément c'est la projection sur l'image de f parallèlement au noyau de f. Il ne reste plus qu'à déterminer ces deux sous-espaces vectoriels. Si f au carré est égal à l'identité, alors f est une symétrie, et plus précisément c'est la symétrie par rapport au noyau de f moins identité, parallèlement au noyau de f plus identité. Il ne reste plus qu'à déterminer ces deux espaces. Et si vous êtes dans un autre cas, eh bien il faudra vous débrouiller. En fait, on vous donnera sûrement quelques indications. Enfin, une dernière indication. Si on vous donne deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E sur le corps K, et qu'on vous demande d'expliciter la symétrie par rapport à F parallèlement à G, vérifiez quand même d'abord que F et G sont bien des sous-espaces vectoriels de E et qu'ils sont supplémentaires dans E, ce qui vous assure que la symétrie est bien définie. Vous pouvez ensuite calculer la projection notée P sur F parallèlement à G, car S est égal à 2 fois P moins l'identité. Ou alors vous pouvez calculer Q la projection sur G parallèlement à F, car S est égal à l'identité moins 2 fois Q. Il arrive que l'une des projections soit beaucoup plus simple à calculer que l'autre, principalement lorsque l'un des deux sous-espaces vectoriels est un hyperplan. Dans ce cas, on préférera calculer la projection parallèlement à l'hyperplan. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.